Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette session, vendredi après-midi. Je pense que tout le monde est déjà un petit peu fatigué. Donc, je vais vous présenter une session qui est créer votre propre machine virtuelle avec compilation de JIT pour les nuls. Donc, c'est une session pour laquelle je vais essayer de vous démystifier, de simplifier le sujet de la compilation de JIT et de pouvoir vous montrer une implémentation de zéro, sans framework, sans rien, en freestyle. Sur le sujet. Donc évidemment, ce talk, petit spoiler alert, ce talk est assez technique. J'ai essayé de le démystifier, donc de faire beaucoup de simplifications. Donc il y a des choses qui ne seront peut-être pas extrêmement académiques dedans. Je vous le dis tout de suite. Le but, c'est d'aborder le sujet de façon relativement simple. Donc vous allez voir du code C++ et de l'assembleur. N'ayez crainte, ça va bien se passer. Voilà. Tout le monde survivra. Une JIT déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, une JIT, c'est un acronyme de Just-in-Time Compiler. C'est quelque chose qui vous permet de transformer à la volée un langage ou un bytecode d'un langage, on va voir ça juste après, en code machine compréhensible directement par le microprocesseur. Ça vous permet, entre autres, d'augmenter la portabilité de votre code, notamment en vous affranchissant d'une phase de compilation anticipée vers un code binaire, par exemple comme le langage C, le langage C++, d'opérer dans certains cas des optimisations en code machine en fonction du profil d'exécution de votre programme. Donc au fur et à mesure de l'exécution, vous allez pouvoir capter de l'information pour pouvoir optimiser votre programme à la volée. Ça a pas mal d'autres avantages. Quel cas d'usage? Ça vous permet potentiellement d'accélérer un interpréteur de code, typiquement le JavaScript. Vous écrivez du JavaScript, c'est exécuté dans le navigateur, il y a toute une phase de transformation à la volée de votre code en binaire. D'augmenter donc de fait les performances de machines virtuelles, par exemple la JVM, la JLR de C#, etc., etc. Faire de la translation dynamique de code, par exemple dans les émulateurs de vieux ordinateurs de console, ou par exemple ce que vous utilisez probablement très quotidiennement, QEMU par exemple, pour faire de la virtualisation. Créer ex nihilo un domaine specific language. Dans votre vie de tous les jours, vous avez peut-être créé un langage fonctionnel qui vous permet d'exécuter un certain nombre de tâches et donc d'avoir un langage fonctionnel que vous allez pouvoir compiler à la volée et exécuter avec une vitesse maximale. Il y a pas mal de cas d'usage, mais ce sont les cas principaux. Je vais juste revenir très très rapidement sur les différentes façons de comprendre un langage. Je vais vous exprimer 4 grandes techniques. C'est peut-être le côté peu académique de la chose, mais c'est juste pour simplifier. Vous avez tout d'abord l'interpréteur, le compilateur ahead of time, donc en avance de phase, le compilateur JIT, et un mix un petit peu entre les deux, qui est le ahead of time et la JIT. Je vais vous expliquer ça tout de suite. L'interpréteur, c'est le code source n'est pas compilé, vous l'envoyez tel quel dans votre moteur d'exécution, il est analysé, exécuté au fil de l'eau. Si vous avez une erreur en plein milieu de votre code, votre programme plante. Bon, globalement, c'est quand même relativement simple. C'est facile à implémenter la plupart du temps, mais je dirais que c'est le plus souvent relativement lent. Et ça a pas mal d'autres défauts, notamment la détection d'erreurs à l'exécution. La compilation ahead of time, vous allez avoir donc votre code source qui va être compilé en avance de phase, vers du binaire. Le binaire produit est exécuté directement par votre microprocesseur. Donc globalement, c'est quand vous compilez un programme en C, en C++, en Rust par exemple, ou en Go. Voilà. Donc vous avez votre code source, vous l'envoyez dans votre compilateur, ça vous génère un programme. Ce programme, c'est un programme binaire, vous pouvez le récupérer et l'exécuter. Vous avez la compilation just-in-time, où là, on va se retrouver plutôt à récupérer du code source qui est compilé vers une représentation intermédiaire, souvent un bytecode. Mais il y a d'autres représentations intermédiaires qui existent. Et ce bytecode est compilé en binaire à l'exécution. On va analyser ce bytecode, on va l'exécuter, et au moment de l'exécution, on va le transformer en binaire. Et les fois suivantes, on n'aura plus besoin de l'interpréter, ce bytecode. On aura directement du code binaire exécutable. Donc globalement, vous avez ce schéma qui vous représente le code source qui rentre dans votre machine virtuelle. Il exécute au travers d'un interpréteur ce code. En même temps, il le transforme à la volée en binaire. Et la seconde fois, vous l'exécuterez avec une vitesse beaucoup plus rapide. Et la compilation ahead of time plus JIT, c'est globalement presque une combinaison des deux précédentes. Vous avez votre code source qui est compilé vers un bytecode avant l'exécution. Typiquement, ça va être ce que va faire votre compilateur Java. Vous allez analyser votre code source, produire un point class, et ce point class, vous allez générer après, qui est un bytecode, et qui sera exécuté dans la JVM, par exemple. Voilà. Donc le bytecode reste toujours exécuté et translaté en binaire à l'exécution, mais ce bytecode est vraiment créé en avance de phase dans une phase de compilation anticipée. Voici globalement à quoi ça ressemble.
Voilà. Une fois qu'on a posé un petit peu ces petites définitions, je vous propose qu'on crée une petite machine virtuelle avec son bytecode et sa JIT intégrée. Donc on va prendre un exemple qui est très simple. Je vais vous donner déjà ma petite recette. Concevoir un langage source, c'est la base. On va prendre un langage, on va en concevoir un. Concevoir un bytecode qui va être très simple. Un bytecode qu'on va pouvoir exécuter et interpréter, simple et complet. Compiler ce langage, le langage qu'on aura créé vers le bytecode. Interpréter le bytecode à la première exécution. Ça veut dire exécuter chaque instruction du bytecode de façon interprétée. Et ensuite, on va générer en parallèle le code binaire correspondant à ce bytecode. On va le stocker quelque part. Et dans les fois suivantes, aux exécutions suivantes, on exécutera le code binaire, ce qui nous permettra d'avoir un gain en vitesse. Je vais prendre le cas d'une calculatrice RPN. Pourquoi? Parce que c'est très simple. La Reverse Polish Notation, ceux qui ont été dans les années 90 connaissent cette calculatrice, la HP48. Donc c'est la notation polonaise inverse. Ça permet d'écrire donc des formules arithmétiques de façon plutôt simple et non ambiguë. Donc c'est une grammaire qui est très simple. C'est une machine à piles pour simplifier les choses. Pour illustrer le principe, pour faire 1 plus 2, vous allez pousser 1 sur une pile, vous allez pousser 2 sur une pile, vous allez appeler l'opérateur plus, il dépile les deux opérateurs, il fait l'opération, il stocke le résultat sur la pile. Très simple. Pas de priorité d'opérateur, pas de parenthèse, rien de tout ça. Donc ça simplifie énormément de choses. 3 x 4, vous allez faire 3, 4 étoiles. 1 plus 2 fois 3, la priorité d'opérateur étoile, vous allez le transformer comme ça. 1, 2, 3 étoiles plus, voilà, etc., etc. Il y a plein d'autres exemples. Donc ça permet donc d'avoir une représentation des formules arithmétiques de façon très simple, non ambiguë, donc d'avoir une grammaire extrêmement simple pour notre exemple. Donc ce que je vous propose, c'est que la calculatrice, elle supporte un certain nombre d'opérations très simples. Une des premières opérations qu'on implémente souvent, notamment quand on implémente une forme de langage machine d'un bytecode, c'est l'opérateur NOP, par exemple, qui fait aucune opération. C'est très simple, ça permet juste de valider le concept de notre bytecode. Après, on va pouvoir pousser des nombres sur la pile. Par exemple, NNN push, on va pousser un nombre sur la pile d'exécution qui servira comme opérande. On peut récupérer à l'aide d'un opérateur top ce qu'il y a sur le haut de la pile. On peut popper ce qu'il y a sur le haut de la pile pour récupérer un résultat. On peut nettoyer la pile. On peut dupliquer l'élément qui est sur le haut de la pile, échanger les deux éléments du haut, etc. Il y a un certain nombre d'opérations que cette calculatrice va pouvoir proposer. On a quelques opérateurs qui sont des alias. Par exemple, plus, ça va être l'alias de add. Moins, ça va être l'alias de sub, pour subtract, etc., etc. Et on a quelques extensions et instructions étendues. Par exemple, ST0, ça veut dire stocker une valeur dans un registre 0. La calculatrice va proposer 32 registres intermédiaires, des sortes de variables temporaires, pour faire des opérations un petit peu plus complexes. Voilà. Comme vos calculatrices avant, où vous tapiez sto pour stocker une valeur intermédiaire et RCL pour la rappeler plus tard. Voilà. Une fois qu'on a un petit peu tout ça, je vais vous présenter un petit peu l'architecture, une vue simplifiée d'architecture du programme. C'est globalement ce que vous allez retrouver dans un programme, dans un moteur d'exécution qui fait de la compilation de JIT. Schématiquement, vous allez retrouver ça. Alors parfois avec des blocs un petit peu plus complexes, une architecture un peu plus complexe, mais globalement, vous allez retrouver ça. Vous allez avoir votre programme qui va contenir le main, qui va dialoguer éventuellement avec la console pour pouvoir imprimer les résultats. Vous avez au milieu donc votre objet métier, qui est la calculatrice, celle qui va être le chef d'orchestre pour pouvoir faire les opérations. En dessous, elle a son état, le state, dans lequel on va stocker donc, les opérandes et effectuer donc, toutes les opérations. Et donc la calculatrice va dialoguer avec un parseur, un compilateur. Le compilateur, lui, il va cracher ce qui compile dans son bytecode, dans un holder de bytecode, une classe qui va contenir du bytecode. Et de l'autre côté, on a ce que je vais appeler le host code, c'est-à-dire le code de l'hôte, le code machine qu'on va générer à l'exécution. Donc de la même manière, on a un accesseur qui nous permet d'accéder à ce code et de pouvoir l'exécuter. Et en dessous, il y a un petit bloc qui s'appelle basic block et j'y reviendrai tout à l'heure. La calculatrice, globalement, c'est notre machine virtuelle. Là, on rentre un petit peu dans le code C++, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour illustrer. Alors, globalement, vous avez besoin, comme ça, c'est de la programmation orientée objet, un constructeur, un destructeur qui va initialiser l'instance de la classe, qui va contenir donc une référence vers la console pour pouvoir écrire les résultats, les opérandes, donc l'état de la calculatrice, c'est-à-dire ses opérandes, ce qui est sur la pile, globalement, le bytecode, donc qui va être le bytecode du programme qu'on va lui demander d'exécuter, et le host code, donc le code machine qu'on générera à l'exécution et qu'on exécutera au fur et à mesure des exécutions. Donc, et après, des helpers, on a une méthode qui s'appelle execute, je lui passe une expression, c'est exécute-moi cette expression. Ou sinon, j'ai une expression, je lui dis compile-moi cette expression
et stocke-la dans le bytecode pour l'exécuter plus tard. Une méthode run qui va dire exécute le bytecode qu'on a déjà compilé. Clear pour nettoyer la calculatrice et result pour récupérer le résultat. Donc relativement simple. Donc l'état de la calculatrice, donc le state, ça va contenir plutôt l'état, c'est-à-dire la pile où il y a toutes les opérandes, et quelques fonctions qui vont permettre de faire des opérations dessus. Ajouter, soustraire, pousser une opérande sur la pile, récupérer l'opérande, etc. Donc vous voyez qu'en haut, il y a une pile. Alors là, c'est une calculatrice, je ne vous l'ai pas dit, qui travaille que sur des entiers, juste pour la simplification pour l'exemple. Et donc il y a une pile d'entiers 64 bits et il y a un array de 32 entiers qui sont les variables temporaires qu'on peut avoir à disposition. Donc j'en viens tout naturellement au bytecode. Donc c'est le pseudocode machine de notre VM. Il est indépendant de toute architecture physique, c'est-à-dire ce bytecode, ça veut dire que vous allez définir des instructions qui n'ont de sens que pour vous dans votre machine virtuelle. Et ces instructions, le plus souvent, sont stockées sur un octet, d'où le nom bytecode. Ça pourrait être stocké sur plusieurs octets, mais la plupart du temps, c'est sur un octet. Il est indépendant de toute architecture physique. Comme par exemple Java, le bytecode Java est indépendant de toute architecture physique. Ça nous simplifie les choses, ça permet d'avoir une représentation intermédiaire sur laquelle on ne se pose pas la question du matériel sous-jacent. Chaque pseudo-instruction est encodée sur un octet, comme je le disais. Et chaque pseudo-instruction peut avoir des paramètres. Donc sur le suivant le bytecode, il peut y avoir des paramètres qui suivent. Un entier 64 bits par exemple, ou autre chose. Le bytecode, sa représentation en mémoire, c'est simple. Hein. Globalement, c'est un tableau d'octets dans lequel vous avez votre bytecode suivi de ses paramètres. Par exemple, là ici, OPI64, ça veut dire je stocke sur la pile un entier 64 bits. Donc ça veut dire que juste derrière cette pseudo-instruction, je vais avoir 8 octets qui correspondent à la valeur que je veux stocker dans la pile de la calculatrice. Ensuite, on a l'opérateur neg qui va changer par exemple le signe, etc., etc. Puis à la fin, j'ai l'opérateur pop pour popper le résultat. Donc vous voyez, c'est juste un tableau d'octets qui contient les pseudo-instructions. Donc, si on voit en termes d'implémentation, c'est une classe très simple, bytecode, avec son constructeur, son destructeur, qui va allouer un buffer dans lequel on va stocker les datas. Ce buffer, il peut faire la taille qu'on veut, 4 kilooctets, 2 kilooctets, ce qu'on décide être nécessaire pour stocker le programme sous forme de bytecode. De quoi réinitialiser ce tableau, et puis des fonctions helper qui vont nous permettre de dire, vas-y, stocke-moi un octet dans le tableau. Stocke-moi un mot sur 16 bits, stocke-moi un mot sur 32 bits ou sur 64 bits, etc. Et puis des helpers qui, juste simplement, je vais lui dire, vas-y, stocke-moi une pseudo-instruction NOP dans le tableau. Donc le emit NOP va appeler globalement emit byte avec la valeur 0, qui correspond donc au bytecode 0. Et donc voici, ici par exemple, la liste de tous les opcodes spécifiques de ce bytecode ici, sous la forme hexadécimale. Donc le 0 c'est NOP, le bytecode 1 c'est pousser un entier 64 bits, le bytecode 2 c'est récupérer ce qu'il y a sur le haut de la pile, etc. Donc là, j'ai créé des pseudo-instructions machine, si je puis dire, mais qui n'ont de sens que dans notre machine virtuelle. Pour compiler une expression, on veut juste transformer une expression textuelle en bytecode qui est compréhensible par la VM. Donc là, on va prendre une expression, on va la passer à la calculatrice par la méthode compile. On va dire, compile-moi cette expression. Le parseur va faire l'analyse lexicale, il va dire, tiens, ici, ça c'est un nombre. Donc je le pousse, je vais générer le bytecode correspondant I64 pour pousser sur la pile. Là ici, c'est une autre fonction, par exemple sub, je vais écrire dans le bytecode l'opcode subtract, etc., etc. Et le compilateur, donc le parseur fait cette analyse lexicale, le passe au compilateur, le compilateur nous stocke tout ça, nous génère le bytecode directement donc dans la classe bytecode, donc qui va contenir le résultat de cette compilation. Ensuite, on va juste interpréter le bytecode. Donc on va faire une opération de ce qu'on appelle fetch, decode, execute, un peu comme dans les vrais microprocesseurs, dans lequel la calculatrice va dire j'exécute tout ce qu'il y a tout ce qu'on a compilé dans le bytecode. C'est-à-dire je prends chaque opcode, je les prends chacun, je les décode, et en fonction de ce qu'ils font, je vais appeler la fonction correspondante pour exécuter la fonction. Donc vous voyez, on va se retrouver avec une forme très compacte, donc d'octets qui vont définir la suite des opérations à effectuer dans votre calculatrice. Donc l'opération de fetch decode, c'est on va lire et décoder le bytecode. Si on le regarde sous forme de code, globalement, c'est une grosse boucle avec un switch case dedans. Donc je vais dire, je parcours tous les opcodes. Là, on le voit ici en ligne 4. Et pour tous les opcodes qui sont dans le bytecode,
eh ben, je vais le décoder et je vais dire, bah tiens, si c'est l'opcode 0, j'exécute NOP. Si c'est l'opcode 1, j'exécute I64, etc., etc. Voilà, donc ici, j'itère sur chaque octet. Je dis pour chaque octet, je regarde quelle fonction c'est, et ensuite, je l'exécute en fonction d'eux. Et la partie execute, là, on va exécuter, donc c'est les fonctions qui vont exécuter les micro-instructions. Par exemple, pour la partie pousser un entier 64 bits sur la pile, eh bien simplement, on va dire que l'opcode I64, il est suivi de 8 octets, donc qui correspondent à la valeur 64 bits qu'on veut envoyer sur le haut de la pile de la calculatrice. Donc on va récupérer, on va consommer 8 octets dans le bytecode. Donc on va les récupérer, on va reconstituer un mot de 64 bits, et on va l'ajouter sur le haut de la calculette, tout simplement. Et à la fin, on dit à l'appelant, donc la fameuse boucle avec le switch case, on va lui dire, en plus, je te dis que j'ai consommé 8 octets supplémentaires. Donc tu avances ton pointeur de 8 octets, tout simplement. Voilà, l'opérateur add, donc on appelle la méthode add, et on lui dit qu'on a consommé 0 octet, il y avait 0 paramètre. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler de comment générer dynamiquement du code. Donc c'est la base de la compilation de JIT. Là maintenant on sait interpréter du bytecode, c'est très simple. Voilà, maintenant on va aller au-delà. Donc la recette, c'est on doit allouer une mémoire tampon, comme le bytecode. On doit écrire du code binaire dedans, du code machine, là, qui est compréhensible par le microprocesseur. Donc ça veut dire écrire un prologue de fonction. Un prologue, je vais vous expliquer juste ce que c'est après. Le corps de la fonction et l'épilogue de la fonction. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on est capable d'exécuter le code binaire, de dire, dans cette zone mémoire, exécute, monsieur le microprocesseur, exécute-moi le code qui a cette adresse-là. Avant toute chose, je vais vous parler de deux choses. Donc déjà, l'ISA. Qui est ISA? ISA, c'est Instruction Set Architecture. C'est globalement le modèle d'architecture de votre microprocesseur, ce qui définit votre microprocesseur, et ou une famille de microprocesseurs. Par exemple, les x86, x86-64, la RM32, etc. Ça va définir un certain nombre de choses, l'ISA. Ça va définir les spécifications complètes de votre processeur qui comprennent les registres internes, leur nom, leur taille, etc., les instructions qui sont disponibles, qu'est-ce que je peux faire comme opération avec toutes ces données, l'encodage des instructions, comment les instructions sont encodées dans le silicium du microprocesseur, les différents modes d'adressage, est-ce que je peux adresser la mémoire de façon directe, de façon indirecte, la mémoire virtuelle, toutes ces choses-là, le bootisme, donc ça veut dire est-ce que les données sont encodées plutôt octet de poids fort avant ou octet de poids faible, sachant qu'il y a des microprocesseurs qui supportent les deux modes en même temps, etc., etc. Donc ça va vraiment définir la spécification matérielle de votre microprocesseur. Sans ça, vous ne pouvez pas générer de code binaire. Pour autant, ce n'est pas suffisant, parce que je dois vous parler aussi d'ABI. ABI, c'est la petite sœur d'ISA. Ça veut dire Application Binary Interface. Elle va permettre de décrire les conventions du système d'exploitation pour exécuter vos programmes. C'est spécifique à un ou plusieurs systèmes d'exploitation. Ils peuvent se partager ou pas la même ABI, ou ça peut être différent. Ça va dépendre. Globalement, l'ABI va définir des choses qui sont relativement complémentaires à ISA. Les types de données, 8, 32, 64 bits, flottants, double, simple précision, etc. C'est très complémentaire à l'ISA. Le bootisme, de la même manière, c'est-à-dire que si le microprocesseur supporte les deux modes, dans certains cas, est-ce que je vais utiliser plutôt le mode petits indiens ou plutôt le mode grands indiens? L'utilisation des registres, certains registres vont être à usage spécifique pour passer le premier paramètre d'une fonction, le deuxième paramètre d'une fonction ou la valeur de retour d'une fonction. Ça va définir donc les conventions d'appel aux fonctions, comment les arguments sont passés aux fonctions, c'est-à-dire comment aussi on renvoie les valeurs, comment on propage les exceptions, etc. Donc ça, c'est très complémentaire. Et comme je le disais, la problématique, c'est que pour une même famille de microprocesseurs, pour deux systèmes d'exploitation différents, vous allez avoir des conventions différentes. Par exemple, sur les conventions Système 5 x86-64 qu'on va utiliser ici, donc qui est la convention, on va dire, technique utilisée sous Linux ou les Unix sur x86-64, c'est très différent de celle de Windows, par exemple. Même famille de microprocesseurs, convention d'appel complètement différente. Donc ça rentre en ligne de compte quand on écrit une machine virtuelle avec une compilation de JIT. C'est-à-dire qu'un compilateur doit avoir la notion de la famille de microprocesseurs, mais aussi des conventions d'appel. Donc l'ISA et l'ABI. Donc si je vous fais un petit extrait de la spécification x86-64, donc c'est un gros pavé, hein, je vais vous extraire les 3 paragraphes les plus importants.
Globalement, sur cette spec, qui est assez grosse, il n'y a quasiment que 3 paragraphes qui sont vraiment importants pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ça va nous dire que c'est une plateforme 64 bits, que la stack, elle grandit plutôt par le bas, que les paramètres des fonctions sont passés par les registres RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, que les fonctions doivent préserver impérativement les registres RBX, RSP, RBP, R12, R13, R14, R15, alors que les registres RAX, RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, R10, R11, on peut les écrire dedans et on n'a jamais besoin de les préserver. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, c'est ce qui a été spécifié, on doit juste le respecter. On nous dit aussi que la stack doit être alignée sur ses octets, etc., etc. Donc il y a différentes conventions, il suffit de les connaître, il suffit de les respecter, et en général, tout se passe bien. Donc ça, c'est globalement les 3 paragraphes qui m'ont servi à écrire ce talk. Tout le reste, ça ne m'a pas intéressé. Donc si je regarde le corps d'une fonction minimale en C++, par exemple, ce serait vrai en C dans un autre langage, on va prendre le cas d'une fonction qu'on appelle une autre, la fonction function qui appelle la fonction hello world. Voilà, fonction appelle hello world qui fait juste un print sur la console, hello world. C'est puissant. Si on regarde son anatomie en assembleur x86-64, avec un code qui est très simple, non optimal, qui aurait pu être généré par n'importe quel compilateur ou un être humain. Globalement, on se retrouve avec le prologue de fonction. Le prologue de fonction, il est là pour préparer votre fonction, par exemple pour préparer la stack, pour stocker éventuellement vos variables temporaires. Vous savez, quand vous faites int a égale 42, ça va réserver un espace sur votre pile, et c'est là où on va dire « je réserve l'espace sur la pile ». Je vais soustraire, par exemple, 32 bits, 4 octets sur ma pile pour pouvoir réserver cet espace. C'est là que ça va se faire. Bon, là, on ne réserve rien, donc on sauvegarde juste la pile, et c'est tout ce qu'on fait. Le corps de la fonction, où je dis, je prends l'adresse de la fonction hello world, je la stocke dans le registre RAX, et ensuite j'appelle RAX. Alors pourquoi il fait ça? Parce que hello world, c'est une adresse qui est sur 64 bits, et que l'ISA de l'X86-64, il s'est appelé directement que des adresses sur 32 bits. Donc si on veut appeler une adresse n'importe où dans l'espace d'adressage, on doit passer par un registre intermédiaire. En fonction du système d'exploitation, on sait qu'on est dans les 32 bits les plus proches, donc parfois on n'est pas obligé de passer par un registre intermédiaire. Et ensuite on restaure la pile, l'épilogue. C'est relativement simple. Quand on regarde son code binaire après assemblage, on se retrouve avec ça. Donc finalement, avec un octet qui vaut 55, qui est équivalent à push RBP, 4889E5 qui correspond à move RBP, RSP, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc là, en fait, il suffit de prendre de comment sont encodées les instructions dont on a besoin, en binaire, donc d'après l'aspect, d'après l'ISA de votre processeur, et de le reproduire. Donc là, on retrouve exactement ce dont je viens de vous parler. Prologue, corps de fonction, épilogue. Maintenant, on va le faire en C++. On va descendre un petit peu plus profond. Donc on va faire en C++, générer du code binaire pour exécuter de l'assembleur. Donc on va modéliser, comme notre bytecode holder, un générateur de code binaire. Donc cette classe, constructeur-destructeur, comme d'habitude, qui va allouer un buffer dans lequel on va écrire le code binaire qui sera exécuté plus tard. Et avec un certain nombre, donc il y a une méthode qui s'appelle allocate, deallocate, je vais vous en parler juste après, et on retrouve à peu près les mêmes fonctions, des helpers pour dire écris-moi un octet dans le buffer, 2 octets, 8 octets, etc. Et des helpers qui disent mais moi je veux écrire l'instruction nop, j'ai pas envie de me souvenir que nop c'est tel code hexadécimal, donc nop il va faire juste emit byte du code correspondant à nop. Voilà, comme ça nous simplifie le code. Voilà. Et une méthode exécute pour dire exécute-moi le code binaire qui est là-dedans. Donc le constructeur, c'est là où il y a un petit trick quand on fait de la compilation de JIT. Parce que si vous faites une allocation mémoire juste comme ça, avec un malloc, un new, ce genre de choses, et que vous exécutez le code qui est dedans, la seule chose que vous allez obtenir, c'est une faute de segmentation. Votre programme va planter. Pour la simple et bonne raison, c'est que les systèmes d'exploitation modernes, quand ils vous allouent de la mémoire, ils rendent les pages allouées non exécutables, pour des raisons de sécurité. Parce que ça veut dire qu'il y a un programme qui fait un débordement de buffer et qui vient à écrire du code exécutable quelque part dans la mémoire, ça permettrait d'exécuter des choses qu'on n'a pas trop envie d'exécuter. Donc par défaut, vos pages mémoire ne sont pas exécutables. Donc il faut allouer une zone mémoire et la rendre exécutable pour cet usage explicitement. Donc c'est exactement ce qu'on va faire là. Donc dans le constructeur, on appelle allocate. Allocate, la première chose qu'il fait, il demande au système d'exploitation, donne-moi la page la plus adéquate pour le microprocesseur. Ça, c'est le système d'exploitation qui vous le dit. Il va vous dire, par exemple, sur Linux, c'est 4 kilooctets.
Ça va dépendre de la configuration. Si vous utilisez des huge page tables, ça peut être des pages beaucoup plus grosses, 1 mégaoctet, 10 mégaoctets, c'est vous qui voyez. Ça dépend de votre noyau. Et ensuite, vous allez dire, au travers de la méthode mmap, qui est une fonction POSIX, donc sous Unix et Linux, on va lui dire, alloue-moi une page de telle taille, donc alignée sur la taille d'une page, et rends-la exécutable. Là, on le voit, protection read, donc j'ai le droit de lire, j'ai le droit d'écrire, prot write, prot exec, je la rends exécutable. Donc là, il va me retourner un segment de mémoire, quelque part en mémoire, le système d'exploitation va nous l'allouer, et il va retirer ce qu'on appelle le flag NX, donc non execute. Il va dire cette page, elle est lisible, inscriptible et exécutable. Une fois qu'on a écrit dedans, on est capable d'exécuter le code binaire qui est dedans. C'est le seul truc tricky, on va dire, de ce genre d'exercice. Le destructeur, il fait l'opération inverse. Il appelle la méthode deallocate et simplement, il dit ce que tu as appelé avec mmap, tu appelles mmap dessus et tu libères la page. Rien de très compliqué. Et ensuite, on va écrire dans le tampon mémoire. Voilà. On va dire, si j'ai encore de la place dans mon tampon, j'écris dans mon tampon mémoire un byte, un word, un long, un entier de 64 bits, etc. Et puis, on va définir les helpers. Par exemple, ici, pour faire push RBP, je vais dire, émets-moi un octet de la valeur 0x55. Si je veux faire move RBP,SP, émets-moi un octet qui fait 0x48, un octet qui fait 0x89, etc., etc. Vous avez compris le principe. Voilà. Maintenant qu'on a un petit peu tous nos outils, on est capable d'écrire du code. Maintenant, il faut l'exécuter. L'exécuter, c'est simplement prendre l'adresse mémoire qu'on a reçue avec mmap, de la déréférencer au travers d'un pointeur de fonction, en C ou en C++, mais avec une autre technique dans d'autres langages. Par exemple, sur des langages dits safe, de dire j'ai un pointeur de fonction dans une zone unsafe de mémoire, tout simplement, et de déréférencer ce pointeur pour l'appeler. Voilà, donc je récupère la valeur, je la transtype en pointeur de fonction, je vérifie que ce n'est pas nul pour éviter les incidents, au cas où, et je l'exécute, ici, à la ligne 8, je lui dis déréférence-moi ce pointeur et appelle. Voilà, tout simplement. Et là, il débranche le code du microprocesseur vers ce qu'on a alloué en mémoire et vers ce qu'on a généré dedans, tout simplement. On va écrire un petit programme de test. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Une fonction, là ici c'est main, qui appelle la fonction hello world. Voilà, tout simplement. La fonction hello world, c'est la même que tout à l'heure. On crée notre JIT, ici. Donc c'est le hostcode, la classe hostcode que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je vais dire hostcode.pushRBP. Donc il va émettre l'instruction correspondant à pushBP. Ensuite l'instruction correspondante à moveRBP,RSP, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, donc là on retrouve le prologue de fonction, le corps de fonction, l'épilogue de fonction, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite je lui dis exécute-moi. Il exécute. On va tester le programme, on compile, on exécute, ça marche. Croyez-moi sur parole, j'ai le code ici. On n'a pas beaucoup de temps. Et si on l'analyse dans le débugger, je dis voilà, charge-moi le programme dans le débugger, on va regarder ce qui se passe en mémoire. Donc je lance mon débugger, mon programme, je lui dis vas-y pose un breakpoint à l'endroit qui va bien. Exécute ça, hop, il rentre dedans, et je lui dis, une fois qu'il est rentré dedans, qu'il est tombé sur mon breakpoint, je dis, désassemble-moi la zone de mémoire qui est allouée par mmap. Et là, on retrouve exactement le code machine. Donc ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Ça, c'est top. Je voudrais vous parler des basic blocks. Parce que ça, si vous comprenez bien, c'est-à-dire que pour une fonction, j'ai potentiellement alloué 4 kilooctets pour une fonction qui est toute petite. Je ne vais pas faire ça pour toutes les fonctions que je vais générer. Et puis, on peut avoir du code qui est complexe, avec des if, des while, ce genre de choses, etc. Donc le basic block sert à résoudre une partie de ce problème. C'est une séquence de code sans embranchement. C'est du code linéaire. Dès qu'il y a un embranchement, c'est la fin du basic block. Ça permet de représenter une forme de graphe d'exécution. Et ce graphe d'exécution, il a un point d'entrée, un point de sortie, tout simplement. Un peu comme les représentations nodales quand on fait un peu de la musique ou ce genre de choses. On a une représentation nodale des choses. C'est un peu la même chose. On a des nœuds. Donc ça forme les sommets d'un graphe d'exécution, tout simplement. Si je vous donne un exemple, toujours avec la fonction hello world, je peux avoir une sorte de basic block qui correspond donc au prologue jusqu'au call RAX. Là, j'ai un point de sortie. Mais call RAX, ça veut dire qu'il va revenir. Et il va revenir donc après sur l'épilogue. Là, je peux dire que là, finalement, j'ai un point de sortie et un point d'entrée qui est au même endroit. Je peux les fusionner ensemble pour avoir un seul basic block. C'est une façon d'optimiser les choses. Ça, c'est un exemple simple.
Il y a un autre exemple, si je prends un exemple un peu plus complexe, par exemple une fonction, j'ai pas cette fonction, elle va faire un print hello world un certain nombre de fois. Je veux dire, si je donne count égale 1, il va imprimer une fois hello world. Si je lui dis 10, il va imprimer 10 fois hello world. Un simple while, tout bête. Voici comment peut se représenter cette fonction sous forme de basic block. Donc on va retrouver un premier basic block ici avec le prologue. Là, il va dire est-ce que le compteur il est inférieur ou égal à 0. Si c'est le cas, il va directement au dernier basic block qui correspond à l'épilogue. Sinon, il va dans le deuxième basic block qui va faire le call, et ensuite il va refaire un test par rapport à 0 et recommencer ici, pour revenir ici, jusqu'à ce que le compteur soit totalement décrémenté, égal à 0 et qu'il sorte. Donc là, on voit bien qu'on a 3 blocs distincts. C'est le prologue avec le premier test, est-ce que je suis déjà à 0 ou pas? Ensuite, le bloc qui va exécuter le print avec son test, est-ce que je suis à 0 ou pas? Et ensuite, l'épilogue qui sera appelé en dernier lieu. Donc, vous voyez, c'est un graphe d'exécution. Ça, c'est un cas très simple, mais c'est comme ça que fonctionnent beaucoup de compilateurs ou de machines virtuelles JIT. Elles vont générer des petits bouts de code, des basic blocks qui vont pouvoir enchaîner comme ça. Et on va les inscrire tous dans le même bloc mémoire qu'on a alloué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas allouer 4 kilooctets pour chaque morceau de code. On va mutualiser tout ça et on peut avoir plusieurs points d'entrée, plusieurs points de sortie grâce à ces basic blocks. C'est vraiment un flux d'exécution. Donc modélisation d'un basic block, hein, c'est simple, c'est toujours constructeur-destructeur, un pointeur sur le point d'entrée du basic block, son adresse mémoire, et un pointeur sur sa sortie. Et comme ça, je peux dire, tiens, désassemble-moi ce basic block entre l'entrée et la sortie. Et là, je vais avoir le code assembleur entre les deux. Et je peux dire que je peux avoir des points d'entrée en disant, exécute-moi le graphe d'exécution à partir de tel point. Donc on peut réinitialiser un basic block, positionner l'entrée, la sortie et l'exécuter, etc. Donc c'est plutôt un objet, on va dire, intermédiaire pour représenter une zone particulière dans la mémoire qu'on a allouée précédemment qui est exécutable. Si on écrit un programme de test, je prends exactement le même programme de test que tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais appeler une fonction helloWorld1 et helloWorld2, qui a imprimé helloWorld1 et helloWorld2, évidemment. Donc je crée un seul host code et je vais lui créer 2 basic blocks. Je vais initialiser le premier basic block qui va faire print hello world 1 et un deuxième. J'exécute et ça, normalement, ça compile, ça fonctionne. Croyez-moi sur parole. Si j'analyse le debugger, comme tout à l'heure, je vous passe un petit peu tout ça, et que je demande à désassembler la zone mémoire dans hostcode, on va se retrouver, vous retrouvez bien les 2 basic blocks ici, le premier et le deuxième, qui sont contigus en mémoire, mais qui sont néanmoins 2 points d'entrée différents. C'est-à-dire que dans la mémoire, je peux exécuter à partir de ce point-là ou à partir de ce point-là, parce que j'ai 2 basic blocks bien distincts. Donc c'est ce que va faire la JIT. Elle va permettre de pouvoir avoir des points d'entrée dans une zone de mémoire qui est exécutable, mais des points d'entrée distincts, et potentiellement des points de sortie distincts. Voilà. Maintenant, on va finaliser les machines virtuelles. On sait générer du code, du bytecode, on sait exécuter du binaire, on va ajouter la JIT. Donc en fait, la vraie question dans une JIT, c'est de savoir est-ce qu'on doit exécuter ou recompiler. Donc est-ce qu'on doit exécuter le bytecode, l'interpréter, l'exécuter au fur et à mesure, ou est-ce qu'on va exécuter le code natif? En fait, pour ça, c'est très simple. On va se dire, est-ce que j'ai déjà dans mon buffer exécutable, est-ce que j'ai déjà produit du code dedans? Si ce n'est pas le cas, j'interprète mon bytecode et je génère le code binaire au fur et à mesure. Si c'est déjà le cas, je dis, je récupère le pointeur, j'exécute. Et hop, magiquement, je n'ai plus ce surcoût d'interprétation du code, du bytecode. C'est-à-dire que je vais directement exécuter du code binaire qui a déjà été vu, qui a déjà été déroulé. Donc, globalement, j'ai un objet qui s'appelle function qui dit est-ce que je suis appelable? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été alloué dans cette zone de mémoire exécutable? Si c'est le cas, exécute-le, j'exécute le code binaire. Si ce n'est pas le cas, j'appelle une méthode translate qui va prendre chaque octet du bytecode, donc on va voir ici, qui va faire l'opération de fetch and decode. Il va prendre chaque octet, voilà, il va en générer le prologue, l'épilogue à la fin, et donc pour chaque octet, il va exécuter l'instruction, générer le code binaire correspondant. Donc la première phase d'exécution, vous vous rendez bien compte qu'elle est plus lente. Et c'est exactement ce qui se passe par exemple dans vos navigateurs web. Il interprète le code, et à la première exécution, il va générer son graphe d'exécution en interne qui est soit la forme d'un bytecode, soit une autre représentation. Ça peut être un AST, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, une représentation intermédiaire. Et dès qu'il l'exécute une fois, il va produire du code binaire. Et la deuxième fois, il va exécuter le code natif. Et c'est là où vous avez votre boost à l'exécution.
Rappelez-vous, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, les navigateurs web, le JavaScript, c'était épouvantablement lent, jusqu'à ce que les JIT soient implémentés. Et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Première phase qui est très lente, on analyse, on interprète. Deuxième phase, c'est on a déjà interprété, généré du code binaire, on exécute. Donc globalement, là, je vous montre une implémentation possible du prologue et de l'épilogue. Hein. On retrouve toujours à peu près les mêmes fonctionnalités machine. Et comment ça se passe dans une des fonctions? Par exemple, si je prends la fonction pousser une valeur sur le haut de la pile de la calculatrice, c'est je décode ce qu'il y a dans mon bytecode, l'octet 64 bits, j'exécute mon instruction, et derrière, j'ai une fonction qui s'appelle emit de l'instruction. Donc, il va émettre le code binaire, qui se représente sous cette forme-là. Donc, exec i64, il appelle la fonction qui correspond, et derrière, je vais me retrouver avec quelque chose comme ça, qui semble un peu cryptique. Mais si vous regardez bien, on va retrouver exactement ce qui est défini dans la BI. Pour Linux, par exemple, x86-64, je vais mettre dans le registre RDI le premier paramètre de la fonction qui est ici. Dans le registre RSI, mon opérande, et je vais mettre l'adresse de ma fonction qui est ici dans le registre RAX et appeler RAX. Donc ça va me générer le code binaire correspondant. Et quand je l'appellerai, c'est exactement ce qu'il fera, sans ce surcoût d'interprétation. Je vais vous faire une petite démo, très rapidement, j'espère que ça ne va pas planter. Plus je suis dans les temps, c'est bien. Donc, si je prends, je vais faire un make. Donc ça, le code, vous verrez à la fin, je vous donnerai les références sur mes miroirs Git. Hein. Donc j'ai un code qui implémente exactement cette calculatrice. Je ne sais plus combien j'ai de cœur là-dessus. Allez. Ok, bah c'est déjà compilé, c'est bien. Donc, j'ai une calculatrice qui s'appelle RPNCalc. Et donc, avec laquelle je peux parler. Je peux lui donner une expression, etc. Donc, on va faire un exemple. Je vais lui dire, par exemple, exécute-moi 1 plus 2. Pardon, exécute. Voilà. Donc, je lui dis, donc là, en plus, il me trace tout ce qu'il fait. Hein. Donc, exécute-moi 1 plus 2. Donc, il me dit, j'exécute l'expression 1 plus 2. Donc, il me dit, le résultat, c'est 3. Jusque-là, ça va, la calculatrice fonctionne. Je peux lui dire, compile-moi l'expression. Il m'a dit, je compile l'expression 1, 2, add. Il me dit, il n'y a pas de résultat. C'est normal, je ne vais pas demander de l'exécuter. Je vais lui dire, exécute-la moi. Ah, vous voyez, il y a déjà plus de choses. Donc, il a compilé l'expression, ici. Ensuite, je lui ai demandé de l'exécuter. Il m'a dit, j'exécute l'expression compilée. Il me dit, le bytecode n'a jamais été translaté, il n'a jamais été transformé en langage machine. C'est la première fois qu'on l'exécute. À ce moment-là, il dit, j'exécute le bytecode. Et ensuite, je le translate en code machine. Donc, il me dit, voilà, je génère le prologue de fonction et j'exécute et j'émets chaque opcode machine correspondant. Et il me dit, le résultat, c'est 3. Tant mieux. Et si je l'exécute une deuxième fois, eh bien, que cela ne tienne, il compile, il exécute, il génère le code machine correspondant. Et la deuxième fois, il me dit, le bytecode a déjà été translaté, j'exécute directement le code machine. À ce moment-là, vous voyez, il exécute directement et il ne m'exécute plus justement ces lignes de code qui étaient à la première exécution. Donc là, j'ai une exécution qui est à une vitesse maximale. Enfin, par rapport au code machine qu'on a généré, évidemment. Donc après, on peut implémenter des fonctions un petit peu plus poussées. Par exemple, calculer la suite de Fibonacci. Là, je vais lui dire, donc j'ai créé une fonction fib qui calcule le Fibonacci, qui est en interne, qui est juste simplement, je duplique le haut de la pile, je fais mes additions, je permute de choses. Enfin, vous regarderez dans le code, c'est très simple. Hein. Donc globalement, fib, c'est un alias sur plusieurs micro-instructions. Ajouter de choses, faire de la permutation, etc. Donc je lui dis, compile-moi cette expression. Ensuite, la suite de Fibonacci commençant par les chiffres 0 et 1, je lui dis, mets-moi sur le haut de la pile 0 et 1. Et ensuite, exécute-moi 15 fois le Fibonacci. Donc, voici ce qu'il en résulte. Il me dit, hop, je compile l'expression Fibonacci. Et il me dit, il n'y a pas de résultat, c'est normal. Je lui dis, exécute-moi, mets-moi sur le haut de la pile 0 et 1. Puisque c'est les conditions initiales, il me dit le résultat c'est 1, c'est normal, c'est le haut de la pile. Et ensuite je lui dis exécute-moi. Il me dit bah, le bytecode n'a jamais été exécuté, je le translate en code machine. J'exécute et je translate. Donc là on voit, il duplique le haut de la pile, il pousse un nombre, il le stocke quelque part dans une zone temporaire, etc., etc. Il fait toutes les opérations correspondantes à l'implémentation du Fibonacci. Et il me dit à la première exécution, le résultat c'est 1.
À la deuxième exécution, il me dit « J'ai déjà vu ce bytecode, il a déjà été translaté, je l'exécute. Là, j'appelle le code machine. » À ce moment-là, il appelle le code machine, le résultat, c'est 2. À la troisième itération, il va me dire c'est 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc., etc. Donc là, on vient d'implémenter de façon très simple une machine virtuelle qui génère du code assembleur à la volée par rapport à un langage spécifique qu'on a implémenté. Bon, là, c'est du RPN, c'est très simple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et donc, vous pouvez avoir des facteurs vraiment d'amélioration de performance qui peuvent être extrêmement importants pour ça. Je vais juste revenir à la presse et je suis dans les temps, c'est incroyable. Donc, juste pour conclure. Donc là, je vous ai montré en 45 minutes quelque chose qui est très simple, un peu de façon simplifiée. Je vais vous partager les liens après pour le code si ça vous intéresse. Sachez que si vous voulez vraiment faire ça de façon très industrielle, évidemment, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais là, je vous ai montré sans framework, sans rien, sans utiliser LLVM ou autre générateur de JIT, comment ça marche en vrai. Voilà, comme ça démystifie un petit peu les choses. Sachant que ce genre de choses, je l'ai déjà fait au niveau professionnel, j'ai déjà implémenté des JIT qui m'ont permis d'acquérir des gains de performance sur des DSL qui sont assez importants, qui permettent, pour des règles métiers exécutées plusieurs millions de fois par seconde, d'avoir des gains considérables, de pouvoir répondre dans des temps qui sont très très inférieurs à ceux qu'on peut avoir avec une machine virtuelle à bytecode traditionnel. Donc ça, évidemment, ça peut vous donner des facteurs de performance et donc des leviers sur vos temps d'exécution qui peuvent être extrêmement importants, notamment quand vous avez des règles métiers qui sont écrites par des gens métiers qui ne font pas du code, avec un langage spécifique et qui vous avez votre moteur d'exécution. Ça vous apporte une énorme souplesse. C'est ce qui se passe avec le JavaScript dans votre navigateur. Vous avez un moteur d'exécution, n'importe qui peut écrire du JavaScript, on le pousse dedans, et après, dès la première exécution, vous avez des gains de performance importants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Votre JIT peut instrumenter votre code pour aller essayer de détecter un petit peu les erreurs, les fautes de cache, ce genre de choses, de voir quelles sont les branches les plus prises dans un if, par exemple. Donc, de mesurer un petit peu votre code à l'exécution, de récupérer des statistiques et d'avoir des passes les fois suivantes d'optimisation de votre code, en disant, ah bah tiens, finalement, cette branche, elle n'est jamais prise. Il se rend compte qu'en fait, elle ne sera jamais prise. Hop, il tue le code mort. C'est ce que font les JVM, c'est ce que font les environnements CLR, par exemple, de .NET. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une Java Virtual Machine est extrêmement performante, parce qu'elle vous permet justement de faire ces opérations. C'est-à-dire le warm-up est peut-être un peu long au début, et plus votre application va tourner, plus elle va être efficace, parce qu'on va poser des statistiques, récupérer ces statistiques et faire des optimisations au fur et à mesure de l'exécution. Donc ça apporte des gains qui sont assez intéressants. Donc pour conclure, je vais vous partager donc le code que vous pouvez retrouver sur mes miroirs Git. Vous pouvez lire, il y a pas mal de littérature sur le sujet. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me poser des questions, je serais ravi d'y répondre. N'hésitez pas à aller voir du code qui est utilisé justement, la machine virtuelle V8 par exemple de Chrome, comment elle fonctionne. Même si c'est des gros morceaux de code, on peut trouver des choses assez intéressantes dedans. Rien qu'à la lecture du code, vous apprenez des choses. Allez lire le code par exemple, j'en sais rien, là c'est un peu velu, mais de QEMU par exemple, ou des émulateurs d'ordinateurs. Moi j'ai écrit des émulateurs d'ordinateurs et en fait c'est l'écriture d'émulateurs d'ordinateurs qui m'a donné justement ces compétences pour le faire au niveau professionnel. Je ne vais pas vous dire que je fais ça tous les jours, mais je l'ai fait. Voilà. Et je suis incroyablement dans les temps, c'est incroyable. Donc si vous voulez me retrouver, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter X, Blue Sky, je fais des live Twitch de temps en temps, n'hésitez pas à passer une tête. Il y a mes miroirs, donc Git, c'est des miroirs parce que j'ai ma propre usine logicielle, donc là vous retrouvez tout ce qui est publié entre guillemets officiellement. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, à venir me voir si ça vous intéresse. Je vous remercie infiniment. Je sais que ça a été très dur. Et juste pour terminer, donc je suis Olivier Poncet. Contrairement à ce que dit mon t-shirt, je ne travaille pas pour Clever Cloud. Voilà, ils ont été super gentils de me donner le t-shirt, mais j'aime beaucoup leurs produits. Et voilà. Merci à toutes et à tous.